Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, cap sur l'extraction du sable au Cameroun et sur le secteur bancaire à l'est du continent. Mais tout de suite, voici les titres. Les creuseurs de sable du Cameroun sont à pied d'œuvre pour gagner leur vie, une activité pénible mais encouragée par le boom de l'urbanisation. C'est notre gagne-pain dans notre quartier. Quand nous vendons le sable, nous pouvons acheter de la nourriture pour nourrir nos enfants et nous nourrir également. Stop aux faillites, une banque de Mogadiscio s'est donnée pour mission d'assister les entrepreneurs somaliens frappés par l'impact économique du Covid. IBS Bank m'a donné $500 pour redémarrer mon entreprise et je rembourse sans intérêt tous les mois. Au Bénin, les jeunes se mettent à l'étude de la langue chinoise pour s'insérer plus facilement dans la vie active. Les raisons qui m'ont motivé à choisir la langue chinoise, c'est parce que j'ai constaté qu'avec la Chine, il y a beaucoup de possibilités de l'emploi. À l'ouest du Cameroun, le département de Noun est traversé par une rivière dont les multiples affluents et sous-affluents fournissent aux habitants une activité particulièrement lucrative. Creuser le sable et alimenter les besoins de l'industrie de la construction en plein développement. Le travail sur ce petit cours d'eau, le Denkene, alimente ainsi toute une filière où l'on retrouve hommes, femmes et enfants. Notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchili, s'est rendu sur place au village de Madenkene. Regardez. Le petit village que voici du nom local de Madenkene, situé dans le département du Nord, à l'ouest du Cameroun, a bâti sa réputation dans l'extraction artisanale et la vente du sable. Cette activité est de loin ici la principale source de revenus devant l'agriculture, le commerce et le petit élevage pour ces populations pauvres à la recherche de survie. Tous que vous nous voyez ici sont élevés à partir de cela. Bon, les parents exploitent le sable, ils vendent, ils payent tout, nos scolarités, ils nous payent nos vêtements, nos nourritures et aussi. Bon, à partir de cela. C'est depuis longtemps que cela dure et on dirait une tradition qui se transmet de génération en génération. Le business du sable permet à ceux qui s'y sont lancés dans ce village de joindre les deux bouts. Parmi eux, les femmes, très nombreuses, entrent dans l'eau au quotidien, un ou deux paniers et une eau à la main, aller au fond de l'eau pour puiser du sable avec tous les risques qu'on peut imaginer est devenu pour elles un geste banal. Quand on est là, ça fait longtemps qu'on travaille le sable ici. Quand on est là, on sort vers 14h à peu près, on entre à 10h et on part à 14h. Entendez ces grains de roche sortis de l'eau pouvant faire le plein d'une camionnette de moins de 12 tonnes est acheté par les camionneurs ou les vendeurs à 24 000 francs CFA, un peu plus de 36 €. on fait sortir le sable dans une semaine. On appelle le camion, il vient retirer nous donc 24 000 francs. Une somme minable au regard des souffrances endurées, diront certains en ces temps de vie chère au Cameroun, mais de quoi donner tout de même, de sourire et surtout de l'espoir malgré tout à ces femmes à qui revient parfois entièrement la charge de la famille. C'est notre gagne-pain dans notre quartier. Quand nous vendons le sable, nous pouvons acheter de la nourriture pour nourrir nos enfants et nous nourrir également. Nous mettons à contribution cet argent en cas d'événements heureux ou malheureux. En saison sèche, nous travaillons en aval et en période de pluie, en amont. Nous nous battons ainsi pour que les enfants ne restent pas à la maison sans aller à l'école. La priorité dans nos dépenses, c'est la scolarité des enfants, même avant notre alimentation. Certaines de ces femmes, tout comme d'autres exploitants hommes ou enfants, travaillent à leur propre compte. D'autres sont regroupés en associations ou en groupement d'intérêt économique pour se partager les bénéfices après les ventes. Le secteur est porteur pour le développement de ce village et de la région en général, ce qui a amené la commune de la localité à s'impliquer pour essayer d'accompagner ces exploitants. Ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, la commune de Fumban avait sorti un plan de développement. Bon, il est venu avec le PNDP, ils nous ont organisé ici en groupe. Donc moi aussi, que je parle devant vous, je fais le délégué de mine et de l'énergie ici à Madenka dans ce plan communal. Donc nous sommes organisés en association Poicono et aussi en GIC.
Bon, pour l'exploitation du sable, c'est les femmes qui exploitent le sable, ils vendent en groupe et aussi personnellement. Malgré cette organisation, les difficultés auxquelles font face les exploitants du sable dans ce village sont très nombreuses. Ça prend du temps et ça fatigue aussi et ça fait manger beaucoup quand tu travailles ça. Bon, si on pouvait trouver peut-être un engin qui pouvait aider à retirer, et là alors quand le camion vient porter, on partage que l'argent à la population, ça peut aider. Le sable retiré ici prend la direction des grands dépôts dans les villes ou la livraison directe aux clients qui en ont besoin pour les multiples constructions. L'urbanisation galopante au Cameroun a créé une forte demande de cette précieuse ressource. Dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, le sable s'achète plutôt à prix d'or, près de 200 000 francs CFA, 305 € environ, un camion de 20 tonnes, parfois plus, en fonction des saisons. Rien à voir avec ce qui se passe dans l'arrière-pays. Ce qui crée, à cause de la forte affluence des exploitants, une énorme pression sur les cours d'eau et plages propices à cette activité dans le pays. Il s'est ainsi développé une filière juteuse et une longue chaîne d'acteurs qui trouvent chacun son compte. Le secteur sable, comme vous le connaissez, est un secteur informel. Donc les opérateurs économiques agissent à plusieurs endroits. Partant de ceux qui mettent leur argent pour acheter des camions, pour se faire un peu de l'argent. Et ensuite, le chauffeur, celui-là qui doit conduire ce camion. Et lorsque le camion est conduit, donc, il va jusqu'à l'eau. Là-bas, nous avons les plongeurs. Et il y a une espèce aussi d'opérateurs économiques à ce niveau. Ceux-là qui sont des détenteurs de dépôts de sable là-bas emploient des plongeurs dans l'eau, moyennant quelque chose à chaque pirogue qui sort dans l'eau, ils leur payent. Et lorsque le sable est sorti au bord, ils entassent et ils vendent ça dans les camions, ils chargent dans les gros camions pour entraîner ce produit jusqu'à Yaoundé. La liste est encore longue. Après l'air et l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus consommée sur Terre. Sa demande mondiale tourne autour de 50 milliards de tonnes d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Outre le génie civil avec les travaux de construction, le sable au Cameroun est également une des matières premières de plusieurs secteurs industriels qui font dans la fabrication de plusieurs objets. Les entreprises qui ont actuellement le vent en poupe avec la relance économique post-Covid dans le pays. Le bloc des économies de la communauté d'Afrique de l'Est aura finalement bien surmonté les aléas de l'année 2022. Avec une croissance de 4,8% en progression par rapport aux 3,5% enregistrés en 2021, la région, qui comprend 7 pays membres, a bien tiré son épingle du jeu. Les secteurs de l'industrie, des services, de la construction et des mines ont le plus contribué à la croissance. Pour poursuivre sur cette trajectoire et aussi lutter contre l'inflation, la communauté d'Afrique de l'Est veut augmenter ses dépenses de 11% pour les porter à 103,84 millions de dollars dans le budget 2023-2024. Et toujours dans la région, le Rwanda répond particulièrement bien aux ambitions des banques kenyanes. C'est ainsi que, selon un rapport de la Banque centrale du Kenya, le Rwanda a contribué la plus grande part, soit 31,26% des bénéfices des filiales régionales des banques kenyanes. Plusieurs de ces institutions financières se sont en effet établies dans les États de la communauté d'Afrique de l'Est, n'hésitant pas à s'installer également au Malawi, Mozambique et à Maurice. Dernier accord en date, le groupe bancaire kényan Equity devrait prochainement acquérir 91,9% de la banque rwandaise Cogebanque. Mais les banques peuvent-elles vraiment soutenir les entrepreneurs en difficulté ou ne prête-t-on qu'à ceux qui ont déjà de l'argent? Eh bien, nous sommes allés chercher la réponse en Somalie où les petites entreprises continuent de se battre pour résister à l'impact financier de la pandémie Covid-19. Et une institution de finance islamique fondée par des hommes d'affaires somaliens basés à Dubaï a choisi de les aider. Notre correspondant à Mogadiscio, Abdirahman Hussein, a suivi leur histoire. Regardez.
Comme de nombreux pays d'Afrique, la Somalie a été affectée par la pandémie de Covid-19. Les entreprises n'ont pas été épargnées et subissent une baisse des revenus, obligeant beaucoup d'entre elles à réduire leurs opérations, tandis que d'autres mettent la clé sous la porte. Adan Goua Afra est l'un de ces hommes d'affaires à Amarvein, à Mogadiscio. Son histoire, tout comme celle de nombreux autres commerçants sur le marché, est une histoire de tristesse et de désespoir. Mon entreprise a sérieusement souffert depuis que la pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde. Comme vous pouvez le voir, nous ouvrons le magasin à 7 h du matin et fermons à 18 h sans faire une seule transaction. Je ne peux pas payer le loyer et les autres frais fixes de mon magasin. De nombreuses entreprises se sont effondrées et forcées de fermer. Mais une initiative d'une banque locale somalienne vient à la rescousse des entreprises grâce à des prêts bonifiés. Les commerçants comme Adan peuvent demander un prêt sans intérêt auprès d'IBS Bank pour relancer leur entreprise et les protéger de la Covid-19 et des chocs liés. IBS Bank me prête 1 000 $ pour investir dans ma petite entreprise sans intérêt. Nous remboursons à un taux mensuel de 100 $ sur la base d'un accord avec la banque. Mohamed Noor gère un petit magasin de vêtements sur le même marché. Il était sur le point de fermer son entreprise à la suite de la pandémie de Covid-19 lorsque la facilité de crédit d'IBS a vu le jour. Mon entreprise était au bord de la faillite à la suite de la pandémie. Nous n'avions pratiquement pas de clients car peu de gens venaient au marché et n'achetaient même rien. Le prix des vêtements dans les magasins de gros a également continué à augmenter. IBS Bank m'a donné 500 $ pour redémarrer mon entreprise et je rembourse sans intérêt tous les mois. Selon un récent rapport du gouvernement somalien et du PNUD, la Somalie a perdu 86 millions de $ à cause de la Covid-19 et des chocs associés. La CEAI, qui évalue l'impact socio-économique, estime également que la nation de la Corne de l'Afrique a perdu une opportunité de croissance de 300 millions de $. Pour faire face à la conjoncture et aider les petites entreprises à se redresser, IBS a structuré sa facilité de crédit comme un outil de microfinance. La banque a mis en place cet outil de microfinance pour les petites entreprises afin de participer au développement du pays. Le montant que nous donnons aux petites entreprises se situe entre 500 et 1 000 $ sans aucun intérêt. Nous donnons 5 000 à 100 000 $ aux PME en tant qu'investissement avec une participation dans l'entreprise. En Somalie, il existe de nombreux défis dans le secteur de l'investissement. Les petites entreprises ne pouvaient pas se conformer à la réglementation des banques et elles n'ont pas la documentation appropriée pour leur entreprise. L'autre défi est lié au fait que les gens n'ont pas une bonne connaissance des investissements bancaires, comme le pays sort à peine de l'anarchie et de la guerre au cours des dernières décennies. Cet état de fait est également ce qui a conduit plusieurs hommes d'affaires somaliens basés à Dubaï à proposer une solution bancaire islamique pour la Somalie. Eh bien, la banque a été créée en 2014 et c'est un groupe d'hommes d'affaires somaliens qui se sont réunis avec l'idée de lancer cette banque. L'idée était de fournir une plateforme d'accès à la finance et d'accès aux services bancaires. Ce secteur, comme vous le savez, avait subi un effondrement total suite à la guerre civile.
L'objectif des actionnaires de cette banque était de s'assurer que le pays dispose de services bancaires fiables, accessibles et robustes. C'est ce qui a conduit à IBS Bank. Mais quels sont les enjeux de prêter de l'argent à des personnes qui n'ont pratiquement aucun document pour prouver leur solvabilité ou même une garantie en cas de défaut? La Somalie ne fait pas exception. Nous sommes confrontés à des défis comme n'importe quel autre pays sortant d'un conflit. Ainsi, tous les défis auxquels sont confrontés les pays en situation de post-conflit, nous sommes en plein dedans. D'autres défis, bien sûr, comment créer une éducation financière sur le marché, comment améliorer l'inclusion financière. Une grande partie de la population n'est pas bancarisée et les estimations varient et la Banque mondiale annonce parfois que moins de 5% de la population utilise le système bancaire formel. Que celles d'IBS et d'autres acteurs sont essentielles pour protéger la Somalie de l'impact chaotique de la Covid-19. Avec moins d'1% de la population vaccinée contre la Covid et le pays peinant à surmonter de nombreuses années d'instabilité, le soutien aux familles et aux populations est donc vital. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Où va le président nigérian Bola Tinubu? En pleine lune de miel après son élection à la tête de la première économie africaine, le nouveau dirigeant du pays ne perd pas de temps. Moins d'un mois après son investiture, il a déjà entamé plusieurs réformes cruciales réclamées depuis des années par les investisseurs et les institutions multilatérales. Tout d'abord, la fin des subventions au carburant qui coûtaient 10 milliards de dollars par an à l'État, puis la dévaluation de la monnaie nationale, le Naira, et le renvoi du gouverneur controversé de la Banque centrale. Enfin, l'annonce d'une réforme du secteur de l'énergie. Le résultat se traduit déjà par une remontée des actions des valeurs nigérianes, mais les effets des mesures s'annoncent douloureuses pour la population. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'inquiète de l'inflation constante des prix à la suite des dévaluations de la livre égyptienne. Le pays très touristique a été durement frappé par la pandémie du Covid-19, puis en tant que grand importateur de blé par le conflit russo-ukrainien. Selon le président el-Sisi, les 105 millions d'Égyptiens ne pourraient pas se relever d'une nouvelle dévaluation. La livre égyptienne en a déjà connu 3 depuis le début de l'année et les experts anticipent une nouvelle dévaluation ces prochains mois. Et pendant ce temps, le Maroc poursuit sa stratégie industrielle orientée vers le développement durable. Avec un coup d'accélérateur sur la mobilité électrique puisque le Royaume vient de conclure un mémorandum d'entente avec la société chinoise Gotion High-Tech. Il s'agit de lancer la construction d'une usine pour la fabrication des batteries de véhicules électriques à Rabat. Un investissement de 5,9 milliards d'euros sera nécessaire pour mettre en place une capacité de production de 100 gigawatts par an. On le sait, plus d'échanges entre l'Afrique et la Chine, c'est aussi davantage de besoin de communiquer. Le commerce entre le continent et la grande économie asiatique continue de progresser. Ces échanges ont fait un bond de 11% l'an dernier et représentent 282 milliards de dollars. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique et pour faciliter cette relation grandissante, les jeunes s'orientent désormais vers l'apprentissage de la langue chinoise. Notre journaliste Didier Sogba est entré dans la classe de ces étudiants béninois bien décidés à la maîtriser. Regardez. Avec un volume des échanges commerciaux évalué à plus de 60 milliards de dollars américains par an, la Chine est le troisième partenaire commercial du Bénin. Dans ce contexte, parler le mandarin est un grand atout. Créé en 2019 et installé sur le campus d'Abomey-Calavi, l'Institut Confucius offre une formation en licence, en traduction et en interprétariat en langue chinoise. Les étudiants de cette école sont les plus recherchés sur le marché de l'emploi en Afrique. À part les études, je suis aussi traducteur-interprète auprès d'un Chinois. Les raisons qui m'ont motivé à choisir la langue chinoise, c'est parce que j'ai constaté qu'avec la Chine,
il y a beaucoup de possibilités de l'emploi. Bon, si tu n'as pas encore fini, on peut dire, si tu es en stage, tu peux déjà gagner jusqu'à 150 000 le mois. Si tu es un diplômé de la langue chinoise, et ton salaire peut monter de 250 à 500 000. Et cela alors que le salaire minimum interprofessionnel garanti au Bénin est de 52 000 francs CFA. Les autres raisons pour lesquelles cette formation connaît un succès fulgurant auprès des jeunes de la capitale économique sont diverses. J'ai ma maman qui est une grande grossiste, elle est commerçante. Je pense que c'est utile qu'en apprenant la langue chinoise, je puisse aider ma maman à développer ce commerce. Selon un rapport publié à Pékin en 2021 par China Africa Business Council, les entreprises privées chinoises représentent environ 10% des investissements en Afrique. La Chine réalise plus du tiers des projets d'infrastructures sur le continent. Alors, pour faciliter les échanges entre les ouvriers et les employeurs chinois, il faut des interprètes. Lorsque nous apprenons la langue chinoise aux nôtres, ils apprennent également la culture, ils apprennent le comportement, tout ça là. Ça permet d'avoir une relation franche avec le chinois. Nous avons des étudiants, des apprenants formés à l'Institut ici, qui ne sont pas au Bénin, mais qui travaillent avec des Chinois dans des pays, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Togo. Donc, le marché d'emploi aujourd'hui pour quelqu'un qui apprend le chinois est encore frais. En 2016, les Chinois ont consacré 110 milliards de dollars au tourisme international. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes chinois visitant le continent africain connaît une importante croissance de l'ordre de 50% chaque année. Mais les pays les plus visités sont le Maroc et la Tunisie. Le Bénin voudrait aussi attirer les touristes chinois en s'appuyant sur les étudiants de l'Institut Confucius. Nos étudiants servent aussi de guides touristiques pour les touristes chinois. Oui, un exemple, il y a une communauté chinoise qui voulait visiter les trésors royaux au palais de la présidence. Ce sont nos étudiants qui les ont accompagnés. Donc c'est pour dire en fait que dans le domaine du tourisme, il y a en fait de grandes opportunités pour ces étudiants. Cuisina fait partie des leaders de l'aménagement mobilier et de l'habitat dans la sous-région ouest africaine. Grâce à son savoir-faire appris en Chine et à sa connaissance du chinois, le jeune cuisiniste Muyami Adechokan, PDG de Cuisina, a en effet trouvé une solution innovante. Il fabrique des meubles de cuisine avec des panneaux entièrement hydrofuges qui répondent aux normes des cuisines africaines. Pour ce faire, il importe tous les matériaux de Chine sans intermédiaire. Ses clients sont des grandes entreprises du bâtiment ouest-africaines. Et ces cuisines connaissent un franc succès face aux meubles de cuisine importés d'Europe moins adaptés aux conditions du continent. La Chine m'a appris la langue qui est la clé, la réussite de ce que je suis aujourd'hui. Les Chinois sont spéciaux. Peu importe si le Chinois comprend bien l'anglais et tout, il comprend bien le français. Si vous ne parlez pas dans sa langue, vous créez une barrière. Je suis rentré en Afrique et là, j'ai mis en place mon industrie Cuisina. Arrivé au Bénin en 2017 après avoir parcouru plusieurs pays africains, ce représentant chinois est à la tête de la filiale de Yangtze Water and Hydropower Construction. Cette société est spécialisée dans les travaux de bâtiments, travaux publics et hydroélectricité. Liu Xiaoping est fier de sa collaboration avec les ouvriers béninois. Elle est très importante. Ces ouvriers qui ont étudié la langue chinoise, ils nous permettent de mieux échanger entre Béninois et Chinois. Malgré l'épidémie de Covid-19, la coopération sino-africaine a maintenu son élan. Avec le développement des échanges, l'avenir de cette coopération a encore de beaux jours devant elle, alors que l'Afrique est devenue un terrain très attractif aux yeux de Pékin.
Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai la banquière kenyane Esther Kariuki, distinguée banquière africaine de l'année. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonia.com et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.